Bonjour à tous, bienvenue dans ce live journée 4.0 des carrières et des formations consacrées au métier du droit, de l'économie, de la gestion et du commerce. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés sur ce plateau 4 intervenants qui sont là pour vous parler de leur métier avec passion, des qualités, des défauts de ces métiers. On attend vos questions, vous allez pouvoir leur poser des questions. On est là pour vous orienter, pour vous aider dans le choix de vos études et pourquoi pas trouver le métier de vos rêves. Alors on va faire connaissance avec nos invités, mais je vous invite à enlever vos masques. Vous avez du gel aussi à votre disposition. Donc je vous l'ai dit, vous pourrez leur poser des questions. Où ça? C'est simple, ça se passe sur le Facebook de M2A. Nos modérateurs sont là, ils prennent vos questions dès maintenant et on les posera en deuxième partie d'émission. Alors bonjour Eliane, on va démarrer ensemble. Vous êtes une expert comptable de choc. C'est quoi les idées reçues que vous avez envie de casser sur ce métier d'expert comptable? Alors les idées reçues que j'ai envie de casser sur ce métier, c'est que c'est pas qu'un métier de chiffres, c'est pas qu'un métier d'homme et c'est pas qu'un métier routinier. Voilà le menu, je vous préviens, ça va déménager avec Eliane. Bonjour William. Bonjour Caroline. Alors vous êtes avocat au barreau de Mulhouse. Tout à fait. Plutôt fac de droit à Strasbourg ou à Mulhouse? Sans hésitation, la fac de droit de Mulhouse. Et oui, évidemment. Bonjour Philippe. Alors vous Bonjour êtes Caroline. Cadre commercial. Votre secret pour vendre, c'est de parler de tout sauf du produit. J'exagère. Oui, mais il y a un petit peu de ça. Donc il faut savoir que des fois les relations, ça reste de la relation humaine. Et quand on est en contact avec une personne qui peut partager la même passion, des fois on dérive là-dessus, mais ça permet d'ouvrir des nouveaux horizons et en tout cas on casse la glace, comme on dit. Ouais, et le relationnel, on va en parler dans vos métiers. Et bonjour Julien. Alors, bonjour. Vous êtes conseiller clientèle dans une banque et je n'ai jamais vu un banquier aussi passionné que vous. Merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vous anime tant, en quelques mots? En 3 mots, je vous dirais aujourd'hui, c'est connaître, c'est accompagner, puis construire avec les gens qu'on rencontre. Voilà, un très beau programme, je vous l'ai dit, et je suis sûre que vous avez plein de questions à poser à nos invités, donc je vous l'ai dit, ça se passe sur la page Facebook M2A. Nos modérateurs enregistrent vos questions et on les posera en deuxième partie d'émission. Alors Eliane, c'est incroyable, puisqu'à 13 ans, vous saviez déjà que vous vouliez être expert comptable. En plus, vous étiez nul en maths. Et vous dites, c'est assez amusant, que vous êtes en fait le médecin généraliste des entreprises. Oui, complètement. Alors c'est vrai qu'à la base, les clients viennent nous voir pour pouvoir faire de la comptabilité. On compile un certain nombre de chiffres et c'est ce qui va nous permettre de déterminer s'ils sont en bonne ou en mauvaise santé. Et une fois qu'on a analysé les chiffres, on va commencer notre travail d'accompagnement et de conseil pour trouver des solutions. En fait, c'est comme quand on va chez un médecin, une fois par an, on fait un check-up. Parfois, ça va très bien. Et puis, si ça ne va pas, il faut nous envoyer chez des spécialistes. Voilà. Et c'est vraiment ce conseil que vous allez prôner, que vous allez nous expliquer qu'il est de plus en plus important. Alors, on sait quand même qu'il faut environ 8 ans d'études pour être expert comptable. Ça peut faire peur, mais ce n'est pas exact. Alors, ce n'est pas exact parce qu'on a 5 ans en cycle théorique et 3 ans en stage. Donc, on a déjà un emploi à l'issue de ces 5 ans. C'est un stage rémunéré. C'est un stage rémunéré, donc c'est un peu comme les médecins quand ils font leur internat. Voilà. Donc, réellement, c'est plutôt 5 ans. C'est plutôt sur 5 les bancs ans. d'une école. C'est plutôt 5 ans et le gros avantage, c'est qu'au sein de la filière, on peut décider à un moment d'arrêter pour pouvoir trouver un emploi et éventuellement retourner dans le cursus par la suite. C'est ce que vous appelez les filières couteau suisse, c'est ça? C'est votre. C'est ça. Ouais. En fait, on a 2 diplômes qui doivent être préparés pour pouvoir intégrer ce métier. Dans un premier temps, c'est l'IDCG qui va durer 3 ans, donc en niveau licence, et puis ensuite le DSCG en niveau master. Et on peut évidemment les faire de façon séparée avec plusieurs années d'écart. Exactement, et on peut les faire donc soit en cycle universitaire, soit en formation continue par alternance ou apprentissage, ou alors en école supérieure de commerce. Et alors j'aime bien parce que vous disiez, c'est pas les plus intelligents qui y arrivent, ce sont les plus tenaces. Alors, quand on va dans des écoles pour parler du métier, effectivement, on leur dit on n'est pas plus intelligent que les autres. On a simplement eu le courage d'aller jusqu'au bout et on a conservé une motivation pendant toute la durée de la filière. Parce que forcément, 8 ans, c'est long. Au passage, il y a la vie qui fait son œuvre. Donc, souvent, on construit, on a des enfants. Et donc, ça peut faire peur. Donc, l'important, c'est de se fixer des objectifs et de surtout pas lâcher l'affaire. Ouais. Donc, j'allais dire, si je vous demande quelles sont les qualités, évidemment, la ténacité,
c'est sûr, Exactement. mais pas que. C'est quoi les qualités pour être... Il faut aimer les gens. C'est la priorité dans ce métier-là. Comme c'est un métier de relationnel, il faut aimer les gens, il faut savoir faire preuve d'empathie et de bienveillance. Alors je rassure, j'étais quelqu'un de très timide quand j'ai commencé. Donc c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience, qui s'apprend au contact des gens. Comme c'est un métier de relationnel, c'est beaucoup d'humain. Donc il faut être dans l'écoute et dans l'accompagnement en permanence. Oui, et donc pas forcément à l'aise avec les chiffres. En revanche, savoir lire et écrire. Oui, savoir lire et écrire parce que comme on est un métier de conseil et qu'on étudie beaucoup le droit, il faut être en capacité de comprendre les textes. Et ça s'est vérifié sur l'année qui vient de passer où on a eu pléthore de textes à cause du Covid. Si on n'est pas en capacité de lire des décrets qui sortent, ça peut poser problème. Et comme on doit aussi faire beaucoup de consultations écrites, une consultation qui sort avec beaucoup de fautes d'orthographe ou de grammaire, c'est pas très lisible par les clients. Ça ne passera pas, oui. Et alors vous êtes beaucoup, vous travaillez beaucoup l'épanouissement, que ce soit à titre personnel dans votre cabinet. Pour être épanoui dans son métier, d'après vous, il faut identifier ses moteurs. Et ça peut servir, ça peut vous servir. C'est quoi les moteurs à identifier ? Alors, on a tous deux moteurs principaux et deux moteurs secondaires qui vont se choisir entre le pouvoir, l'argent, la reconnaissance et le plaisir. Et en fonction des moteurs principaux, par exemple pour ma part, les moteurs principaux, c'est le plaisir et la reconnaissance. C'est ce qui fait qu'on va réussir à mener un projet professionnel avec une équipe en particulier ou avec des associés en particulier. Et c'est aussi ce qui va faire qu'on va construire son propre projet professionnel. Quelqu'un qui est motivé par l'argent et le pouvoir ne va pas tenir la même stratégie que quelqu'un qui est motivé par la reconnaissance et le plaisir. Et ça, on le sait évidemment au fur et à mesure de ces études. C'est pas forcément quelque chose qu'on sait dès le départ. Je pense que c'est quelque chose qui apparaît au fur et à mesure de sa vie parce que forcément, quand on a 20 ans, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas le même recul. Quand on a 30 ans, on a des enfants qui ont commencé à arriver. À 40 ans, on a un projet professionnel qui est beaucoup plus construit. Donc, le recul qu'on a par rapport à tout ça, c'est pas les mêmes. Et puis, on rencontre des gens, on participe à des formations et on arrive aussi à découvrir ses aspirations au fur et à mesure de la vie qui évolue, tout simplement. Voilà, donc des métiers extrêmement tournés vers l'autre. Et vous l'avez vu, Eliane n'est pas une expert comptable comme les autres et pourtant, il pourrait y en avoir beaucoup des comme elle. Vous avez envie de lui poser des questions ainsi qu'à tous nos intervenants là sur le plateau, mais c'est possible et ça se passe sur la page Facebook M2A, tout simplement. Alors, on l'a dit, William, vous êtes avocat au barreau de Mulhouse. Exactement. Vous êtes plutôt généraliste. Expliquez-nous ce qui vous passionne au quotidien. Vous aussi, vous êtes un passionné. Oui, tout à fait. Alors moi, ce qui me passionne au quotidien, c'est vraiment d'aider les gens. Donc une des valeurs fondamentales de la profession, une des qualités fondamentales, c'est l'écoute. Et sur la base des éléments et des désirs du client, effectivement, c'est vraiment d'aider le client, de l'assister, de le conseiller, de le représenter pour l'aider au mieux. Faire triompher la justice. Alors, pour faire triompher la justice, non, on n'est pas là pour faire triompher la justice. On est là pour obtenir, lorsqu'on est dans un cadre contentieux, on est là pour obtenir la meilleure décision possible pour le client. On n'est pas là pour faire triompher la justice. Notre client n'est pas la justice. Notre client, c'est notre client. Oui, mais il y a quand même il y a ce challenge personnel, j'imagine, à chaque cas. Je pense qu'on aime gagner. Ah, on aime effectivement gagner, on ne va pas aimer perdre, hein, c'est évident. Par contre, en exerçant la profession d'avocat, on développe des qualités d'humilité, puisqu'effectivement, on gagne le plus souvent possible, mais on perd également. Donc il faut accepter de perdre, il faut accepter de se remettre en cause, il faut accepter de perdre, et effectivement, la profession permet de développer une capacité d'humilité assez forte. Importante, on va dire. Il faut l'avoir. Alors là aussi, avec votre voisine, vous partagez cette problématique des études longues et c'est compliqué de faire l'impasse sur ces études longues en droit. Ça peut faire peur ? Ça peut effectivement faire peur. Les études de droit sont assez longues. Donc, pour accéder à la profession d'avocat, il faut au minimum 4 ans d'études, généralement 5 ans, plus la formation à l'école d'avocat qui dure 2 ans. Les études sont longues. Après, les études de droit ont ceci de particulier que, classiquement, les années les plus compliquées sont les 2 à 3 premières années. Donc, si vous avez, entre guillemets, survécu aux 3 premières années, généralement, vous allez au bout du cursus.
pour soit ensuite embrasser la profession d'avocat, soit d'autres métiers. Mais effectivement, vous avez le premier étage de la fusée, les 3 premières années des études de droit, qui, si vous n'avez pas explosé en vol, normalement, vous allez au bout. Et justement, vos trucs pour pas exploser en vol, vous vous souvenez de ces années-là? Oui, alors effectivement, les trucs pour pas exploser en vol, c'est une certaine persévérance, une certaine ténacité. Le fait de se fixer un objectif dès le début, se dire assez rapidement je veux faire ça, pour savoir effectivement pourquoi on a des difficultés, pourquoi on passe des nuits et des vacances à réviser pour survivre aux premières années de droit. Donc effectivement, en se fixant un cap, un objectif, en se disant c'est ce point que je veux atteindre, vous acceptez de traverser une zone de turbulence qui dure généralement 2 à 3 ans les premières années. Sauf redoublement, là ça dure encore plus longtemps. Et quand on vous rencontre ou qu'on rencontre des confrères, on se rend bien compte que vous êtes vraiment dans un métier passionnant, fascinant. C'est quoi les qualités pour être un bon avocat? On l'a dit, l'écoute. Alors effectivement, la première des qualités, c'est l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute de son client pour identifier ses besoins et ses désirs, même si parfois ces désirs se télescopent avec la réalité du droit ou des faits. Il faut une certaine compétence juridique, c'est évident. Il faut une certaine rigueur, mais il faut une rigueur qui est teintée néanmoins de créativité dans la mesure où le droit est une matière qui est assez mouvante et c'est effectivement les décisions de justice, donc en amont le travail des avocats qui pourra faire évoluer le droit. Donc au-delà de la rigueur et de la connaissance pure, il y a effectivement une sorte de fibre, d'une capacité d'inventivité qui est également une qualité L'inventivité, utile. ah oui, alors ça c'est... Et la curiosité de la société. Et la curiosité, aussi. effectivement, vous n'êtes pas complètement hors sol. Comme ma voisine qui est experte comptable, on vit dans un monde qui n'est pas que droit ou chiffres. Et effectivement, il faut être ouvert sur ce monde pour pouvoir évoluer, pouvoir être en phase, notamment avec nos clients. Voilà. Il est passionnant, William, je vous l'avais dit, mais c'est le cas de tous les invités que nous avons autour de ce plateau. Et vous avez peut-être envie de leur poser vos questions. C'est possible, hein, je vous l'ai dit, nos modérateurs sont là, attendent vos questions. Dès maintenant, on les posera en deuxième partie d'émission. C'est sur la page Facebook M2A. Et alors avec Philippe, on va parler vente et commerce, mais je vous préviens, on est loin des vendeurs d'aspirateurs à l'ancienne. Pour autant, j'ai cru comprendre effectivement que la vie de commercial, c'est forcément sur la route. C'est pas évident, mais il y a des choses qui compensent. Vous êtes animé par plein d'autres choses. Alors oui, en effet, le métier de commercial, c'est de vendre quelque chose, mais de persuader aussi la personne que l'on a en face. Mais ça a aussi ce besoin de devoir aller vers les gens, et ça passe par évidemment de la disponibilité et évidemment de consacrer du temps sur la route. C'est pas forcément aujourd'hui vers quoi beaucoup de gens aspirent, mais il est clair que c'est vraiment les b.a.-ba du métier. C'est par ça qu'on doit commencer, ouais. C'est comme ça qu'on comprend le marché, c'est comme ça qu'on comprend le besoin de nos clients. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir fidéliser le client, comprendre son besoin et répondre à son besoin en fonction de la connaissance que l'on a de lui. Et ça, c'est primordial. Et j'allais dire, dans le discours de toutes les écoles de commerce aujourd'hui, il est fondamental qu'on n'oublie pas le terrain. On encourage souvent les jeunes et ils ont souvent cette appétence vers les métiers du marketing. Et je pense qu'avant de faire vraiment du marketing et de vendre un produit que l'on va imaginer ou qu'on va concevoir, il faut déjà savoir s'il répond aux besoins du marché. Et connaître ce marché, donc connaître les gens. Exactement. Donc à partir de là, j'encourage effectivement tous ceux qui veulent et qui envisagent de faire des carrières de commerciaux, c'est de rentrer avant tout sur le terrain, de commencer sur le terrain, de se faire les dents, comme on dit. Mordre un peu la poussière. Mordre un peu la poussière, mais aussi de se façonner cette façon, cette curiosité, comme on l'évoquait la fois précédemment. Et c'est vrai que c'est le fondement de base, c'est cette curiosité qui va faire qu'à un moment donné, on va ramener les informations indispensables à l'entreprise et on va les transformer justement pour concrétiser une vente, concrétiser la réalisation d'un produit ou autre. Et qu'est-ce qui vous passionne
Ce qui est passionnant, c'est avant tout, et là je m'adresse à tous les jeunes qui sont des personnes qui envisagent d'avoir du contact avec les gens, c'est avant tout cette empathie, c'est avant tout cette curiosité. Ce sont des métiers, effectivement, j'encourage pas les jeunes qui se sentent beaucoup plus sur des métiers d'intellect, sur des métiers d'administratif, sur des choses comme ça. Là, c'est du contact. Voilà, c'est plutôt des gens qui aiment les gens, qui aiment aller vers les gens, qui ont une facilité de faire connaissance, d'aller vers les gens spontanément. Et à partir de là, c'est je dirais, le premier atout pour un commercial. Mais c'est ce qui vous nourrit aussi, en fait. Complètement. C'est ça. Complètement. Alors, vous conseillez de passer par une école de commerce ? Alors, les voies sont assez nombreuses. J'allais même dire qu'il y en a certains qui se sont improvisés commercial sans forcément d'études. Je vais pas, justement, on est là pour en parler, mais il y a effectivement des autodidactes, puisque c'est aussi une part de talent qu'il faut pour pouvoir vendre quelque chose, persuader quelqu'un et lui dire, voilà, je suis la personne qu'il faut, j'ai le produit qu'il vous faut. Mais effectivement, ça s'apprend aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a un petit doute sur sa capacité d'aller vers les gens et tout. Bien sûr, ce sont des choses qui s'apprennent. C'est ce qu'on appelle les techniques de vente aussi, la technique de négociation. Est-ce qu'il faut forcément passer par une école de commerce ? Il y a d'autres voies ? Alors, il y a des écoles de commerce, évidemment. On va dire l'école de commerce comme on la voit, qui prépare avec 2 années de prépa, 3 années pour atteindre directement un master. Mais il y a aussi les voies qui sont pour moi aussi royales. C'est les BTS, les DUT techniques de commercialisation, des BTS MCO, NRDC, tous ces BTS-là amènent et peuvent amener à des carrières de commercial. Alors par contre, Philippe vous dira, c'est pas la peine d'envisager le métier si vous n'avez pas une petite étincelle ou un début de maîtriser quand même une langue étrangère. C'est ça. J'allais dire, si cette émission doit servir à quelque chose, en tout cas moi, si j'ai un message à faire passer, c'est l'utilité et j'allais dire même l'obligation aujourd'hui. Si on envisage des métiers de contact et voire des métiers effectivement qui ont affaire au commerce, aujourd'hui il y a très peu d'entreprises, à part celles qui sont vraiment très locales, qui n'ont pas une velléité d'aller vers l'étranger. Donc aujourd'hui, les langues étrangères, on sait ce que c'est, on sait comment on les apprend en France, on connaît un petit peu nos faiblesses, mais j'appuie, et là vraiment j'insiste, et en vous regardant bien en face, dans les yeux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est aussi important que les mathématiques d'une époque. Aujourd'hui, les langues étrangères, je vais vous donner un petit exemple. On le donne après l'exemple, comme ça on fait connaissance avec Julien, mais Parfait. On en reparlera de l'exemple, il est top. Il est important. Exactement. Vous avez envie de poser des questions à Philippe ainsi qu'à tous nos autres intervenants, c'est possible. Rendez-vous sur la page Facebook M2A. On prend vos questions et on y répond dans un instant. Oui, alors Julien, je l'ai dit, vous êtes le banquier le plus motivé, le plus motivant que je n'ai jamais vu. Et ça, c'est grâce à votre moteur, c'est vraiment ce relationnel, encore ce relationnel avec les gens. À part ça, quelles sont vos qualités ? Alors je dirais les qualités d'un banquier aujourd'hui, je vais rejoindre un peu tout ce qu'ont dit les différents intervenants. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'empathie, la curiosité, connaître les gens, bon, je ne sais pas si c'est une qualité, connaître les gens, mais c'est forcément aussi les écouter. Voilà. Toutes ces différents comportements effectivement sont importants aujourd'hui pour être banquier ou assureur. C'est pas la vision qu'on a du banquier. Non, c'est pas forcément la vision qu'on a aujourd'hui du banquier. Pourtant, aujourd'hui, le banquier doit être à l'écoute pour bien vous conseiller, pour bien être là dans les différents axes de votre vie. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous êtes étudiant, on a aussi besoin de son banquier pour apprendre à gérer ses comptes dans un premier temps. Quand on a son premier enfant, quand on veut construire sa première maison, quand on veut préparer sa retraite et quand on veut même, alors c'est pas forcément très joli ce que je veux dire, mais même préparer sa succession un jour, je veux dire, c'est toutes les différentes étapes de la vie qui font qu'aujourd'hui, je pense que le métier de banquier assureur est important et ces qualités-là sont de toute façon primordiales aujourd'hui. L'écoute et l'empathie, vraiment, je dirais, pour avoir un bon relationnel avec ses clients. Et c'est pour ça que vous êtes conseiller, finalement, plus que banquier.
conseiller clientèle. Effectivement, hein, parce que ça. voilà, moi je vois le job de cette manière-là, j'écoute les clients avant tout, et en fonction de ça, de toute façon, je dirais que, comme je vous ai dit, hein, on intervient dans les différents axes de la vie, donc forcément, il y aura un moment où on sera en adéquation avec le client sur certains produits, sur certains projets, donc on sera force de proposition si on connaît le client, voilà, si on connaît sa vie, si on connaît son environnement familial, professionnel. Donc voilà, ce sont des choses qui sont importantes. Alors, quel est votre parcours ? Alors mon parcours professionnel, donc j'ai réalisé un bac ES. Par la suite, j'ai fait un BTS Management des unités commerciales. Donc je rejoins Philippe par rapport aussi à l'importance aujourd'hui de passer même via des BTS. Hein. C'est vrai que je dirais que c'est un tremplin pour la suite. Par la suite, moi, j'ai effectué une licence pro banque assurance où effectivement, il y avait une partie de banque qu'on fait donc via un organisme qui s'appelle le CFPB et aussi une partie de droit. Hein, parce que c'est aussi un métier très réglementaire, donc le métier de banquier. Voilà, et par la suite, on a commencé. Voilà. Vous avez commencé et surtout, vous avez testé des postes dans différentes banques et ça, c'est important. Oui. Toutes les banques ne se ressemblent pas. Non, toutes les banques ne se ressemblent pas. Les philosophies sont forcément différentes. Voilà. Oui. Après, chacun, en fonction de ses valeurs, de ses principes, pourra peut-être... De ses moteurs, effectivement, pourra peut-être se reconnaître sur l'une ou l'autre banque. Donc après, ça, c'est à chacun de choisir. Hein. C'est un métier où on a de la pression aussi ? Alors, de la pression, oui. Alors... Ça dépend, on peut avoir une pression commerciale, forcément, parce qu'aujourd'hui, le métier de banquier, on attend aussi des chiffres à côté de ça. Donc forcément, on peut avoir cette pression commerciale, mais aussi la pression personnelle qu'on peut se mettre vis-à-vis de certains dossiers, vis-à-vis de certains timings qui peuvent être assez serrés. Et on a aussi la pression client, hein, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, quand on fait, je reviens au projet immobilier, parce que c'est toujours très important, voilà, on a besoin d'être réactif, ces choses-là. Donc forcément, la pression, on l'a. Voilà, on peut se la mettre. Et on apprend à la gérer. Exactement. On se blinde. Il y a, vous le disiez, ça y est, j'ai perdu mon petit fil. Beaucoup de pression. Oui, en fait, on peut évoluer aussi, c'est ça qui est intéressant. Vous allez, par exemple, changer de poste dans pas longtemps. Alors, effectivement, je vais rentrer en formation en vue de pouvoir changer de poste par la suite. Ouais. Donc, c'est un métier où aujourd'hui, je dirais, les différentes strates hiérarchiques doivent être respectées pour évoluer. Donc, effectivement, hein, on commence à l'accueil parce que c'est là où on voit le plus le client. C'est là où aussi on peut un petit peu se façonner, je dirais, son caractère commercial et relationnel avec les gens. Parce que forcément, en parlant, en posant des questions, ces choses-là. Ensuite, on commence par avoir un petit portefeuille et puis par la suite, on peut devenir gestionnaire, donc clientèle, faire du patrimoine, faire du pro, voilà, faire du management via un poste du directeur. On peut faire de l'animation aussi. Donc voilà, c'est vraiment différentes strates aujourd'hui qui sont intéressants. Et donc c'est un métier qui évolue, dans lequel on peut bien évoluer. Alors dans lequel effectivement on peut bien évoluer et qui évolue aussi. Et qui évolue aussi, et ça aussi on va le dire, la banque en ligne pèse au-dessus de votre tête. Alors effectivement, on en parlera tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Pas de problème, on en reparlera. Donc voilà, très bonne nouvelle, et on voit déjà les questions qui arrivent. Et très bonne nouvelle, c'est le moment de l'émission où on va répondre à vos questions. Alors on va voir pour qui sera la première question. Suspense. Ah, on n'arrive pas bien à la lire. Ah si, elle est là. Alors, faut-il choisir la spécialité SES, Histoire, Géographie, Sciences Po ou Bac pour faire du commerce international? Qu'est-ce qu'il faut choisir comme spécialité, monsieur le commercial? Par rapport aux différentes propositions, au choix, oui. Bien connaître sa géographie, c'est important, mais ce n'est pas forcément le plus utile. Une fois de plus, j'insiste sur les choses. Sciences Po, on peut même envisager des carrières juridiques ou autres, journalistiques. Ce n'est pas ce type d'orientation qu'il faut prendre. C'est vraiment une orientation qui amène sur de la vision commerciale. Donc c'est vraiment des spécificités propres au commerce. Et quand je parlais des langues étrangères, ça vient évidemment en plus. En plus. Et évidemment, aujourd'hui, c'est même très important, même au niveau de la sélection des écoles, c'est qu'aujourd'hui, l'exigence de posséder 1, 2 langues étrangères devient
une normalité. En fait, c'est ce qu'on voulait évoquer tout à l'heure, la petite anecdote. C'est plus une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais, c'est 2 langues étrangères. Exactement. Et vous avez une belle illustration, une anecdote. Je me suis occupé à un moment donné de placement de jeunes au sein d'entreprises pour de l'alternance. Et un jour, j'ai quelqu'un de la société Adidas, donc, que tout le monde connaît, hein, qui m'appelle et qui me dit je cherche un chef de produit avec une vision commerciale pour le siège à Strasbourg. Et dans la discussion, il me dit simplement et au niveau langue étrangère, qu'est-ce qu'ils ont? Et moi, je lui réponds ils ont l'anglais. Et la personne me répond instantanément non, je vous parle de langues étrangères. Voilà. Donc, pour eux, ça n'était même plus une question à poser. C'est-à-dire que l'anglais faisait partie de la norme au niveau de leur offre d'emploi et du poste désigné. Donc de toute façon, eux, l'anglais, il en fallait au minimum une autre. Il en fallait une autre. Voilà. Donc pour l'anecdote et également pour l'importance qu'aujourd'hui ont les langues étrangères pour les professionnels qui travaillent évidemment sur l'international. Vous avez compris, le message est passé, je pense. Est-ce qu'il y a encore... Ah oui, alors la question, quelle spécialité choisir au bac si on veut faire des études de droit, William ? Alors, quelle spécialité choisir au bac? Moi, je vais me positionner par rapport à ce qui existait jusqu'à récemment, donc les 3 baccalauréats S, ES et... Et oui, il y a les options maintenant. Et L. Maintenant, il y a effectivement les options et je crois qu'il y a une option droit qui existe. Oui. Mais en tout état de cause, à l'époque des anciens bacs, il n'y avait pas de filière qui était meilleure qu'une autre. La filière scientifique, les lycéens, les étudiants développent une logique mathématique qui n'est pas forcément éloignée de la logique juridique. Et les étudiants issus de bac ES réussissent très bien en droit. Les élèves qui ont suivi des bacs ES ont des matières d'ouverture sur le monde dans lequel ils vivent qui sont effectivement utiles dans les études en droit. Et enfin, les littéraires ont pour eux un savoir rédactionnel qui est également fondamental en droit. Donc il n'y a pas de filière type idéale pour les études de droit. Simplement aujourd'hui, dans la mesure où il y a une option droit qui a été intégrée, il est bienvenu de choisir l'option droit au moment de ses études de lycée pour ensuite entamer des études de droit. Ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble et s'y préparer. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est le petit apéritif. Exactement. Merci William. Pour intégrer une grande école de commerce, faut-il faire une prépa? Philippe. Alors, oui, si on veut choisir la voie en direct, c'est-à-dire après le bac directement, effectivement, il y a de la prépa pour pouvoir ensuite envisager de rentrer dans une grande école. Il faut quand même savoir que ces écoles-là, et beaucoup d'écoles de commerce, les ESC par exemple, ou les EM, recrutent également à un niveau bac+2. Donc une fois que vous avez un BTS ou un DUT, alors évidemment, il faut faire partie... des meilleurs, puisque c'est quand même toujours au résultat. Parce qu'en plus, la sélection est quand même assez difficile, puisqu'ils vont aller dans un processus que certains ont déjà entamé. Donc il faut déjà montrer qu'on a la capacité d'eux, mais il y a tout à fait cette possibilité-là de pouvoir ensuite rentrer dans une école pour finir les 3 dernières années, pour finir en Master 2, par le biais d'un BTS ou d'un DUT au préalable. Donc c'est pas indispensable, la prépa n'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Alors si vous sentez la capacité de le faire, évidemment, je peux qu'encourager de le faire, puisque j'aime pas ce mot de voie royale, mais c'est vrai que vous commencez un cycle après le bac et vous allez jusqu'au bout. Oui. Donc vous n'avez pas cette perturbation, vous n'avez pas cette inquiétude qu'au bout de 2 ans, ça peut s'arrêter ou pas. Par contre, là aussi, je préviens aussi, la prépa, c'est pas une légende, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose où on est très très exigeant sur les résultats et ça sera jugé effectivement sur 2 ans sur lesquels il faut les réussir les 2 ans, parce qu'après 2 ans de prépa, on n'a pas la certitude de pouvoir concrétiser cela par le biais d'une grande école ou d'une entrée en école. Donc c'est important et il faut savoir que c'est beaucoup de travail pendant ces 2 périodes-là. On évoquait tout à l'heure la carrière d'avocat. On passe les 2 premières ou 3 premières années et ensuite on peut dire que c'est un peu plus tranquille. Mais avant, voilà. C'est ça. Mais on parlera un peu de salaire, comme ça on motivera tout le monde. Alors, quelle est la question suivante? Quelles études pour devenir avocat? Est-ce possible avec un bac STMG?
Alors, est-ce possible avec un bac STMG? Statistiquement, non, mais je suis le contre-exemple, puisque moi, je suis effectivement issu d'un bac qui s'appelait alors un bac STT, donc effectivement, c'est possible. C'est pas la majorité des élèves, mais effectivement, c'est tout à fait possible. Maintenant, simplement, moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais pas entamé mes études directement à l'université, puisque la passerelle entre un bac technologique et l'université est peut-être un peu trop compliquée. Et du coup, j'étais passé par un DUT carrière juridique, et ensuite, j'avais enchaîné par des études de droit. Donc le DUT a servi de sas de décompression entre guillemets entre la fac et le bac technologique, mais en tout cas c'est possible. C'est tout à fait. C'est pas commun, mais c'est possible. C'est ça. C'est donc justement le très bon exemple. Vous avez des questions à poser à nos intervenants et vous ne savez pas comment le faire, c'est très simple. Vous allez sur la page Facebook M2A et vous mettez votre question. Nos modérateurs nous l'affichent à l'écran et on y répond. Et décidément, vous motivez tout le monde parce qu'on a plein de questions qui arrivent. Peut-on faire un BTS en alternance dans une banque, Julien? Alors, je dirais que si le métier c'est de devenir banquier, je vous incite fortement à faire un BTS en alternance dans une banque. Voilà, effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs banques qui peuvent accompagner sur ce type de BTS-là. Pas toutes? Alors, pas forcément toutes, là je dirais à la limite de se renseigner. Je pense que les mentalités évoluent, hein, notamment au niveau des banques, donc il faudrait se renseigner vraiment cas par banque. Mais effectivement, voilà, c'est bien. Et l'alternance, je pense aussi que c'est vraiment quelque chose de très constructif aujourd'hui pour rentrer dans le milieu professionnel. Oui, comme souvent d'ailleurs dans beaucoup de métiers. Donc oui. Quelle est la différence entre comptable et expert comptable, Eliane? Un expert comptable, c'est un comptable avec une cape. C'est ce qu'on avait dit à des jeunes qui nous avaient posé la question au sujet des carrières. En fait, déjà à la base, c'est la durée des études, puisque en général, les comptables ne font pas le cursus en totalité. Et puis la grosse différence aussi, c'est qu'on est inscrit à un ordre, c'est-à-dire qu'on ne peut se dire expert comptable que lorsqu'on est inscrit au tableau d'ordre, puisqu'on est une profession réglementée. C'est comme pour les avocats, on ne peut pas dire qu'on est avocat si on n'est pas inscrit au barreau. Donc, dans les faits, alors comment ça se différencie concrètement au quotidien C'est aussi par rapport au travail. Je veux dire, on parle de collaborateurs comptables dans nos cabinets. Ce sont ceux qui accompagnent les clients, qui vont faire la saisie des comptes, sortir des déclarations. L'expert comptable, c'est celui qui va analyser les chiffres, qui va être au relationnel du client pour pouvoir l'accompagner et répondre à des questions beaucoup plus techniques. Dès lors qu'on a besoin d'une réponse un peu plus technique sur des points particuliers, c'est plutôt l'expert comptable qui va prendre le relais. Parce qu'à la base, on a des compétences en conseil, en gestion, mais on étudie aussi beaucoup le droit. Et ça se fait pendant le cursus et ça se fait encore plus pendant le stage d'expertise comptable, où là, on est amené à travailler sur des missions qui sont beaucoup plus spécialisées. Voilà. Mais à la base, l'expert comptable, c'est celui qui est inscrit à l'ordre. Oui, c'est ça. Il faut faire attention à ça. C'est ça. Merci. Alors, pour qui sera la question suivante? Quelles sont les missions d'un comptable? Voilà. Alors, les missions d'un comptable, ça peut être relativement varié et c'est surtout lié à la stratégie qui est mise en place par le cabinet. À la base, le comptable, il va faire la saisie des pièces dans un logiciel de comptabilité. Mais avec la numérisation et la digitalisation, les choses sont amenées à évoluer, ce qui fait que la part de la saisie baisse et est amenée à disparaître dans les années qui viennent. Ça, c'est un point qui inquiète beaucoup la profession. C'est un point qui inquiète la profession et qui inquiète les jeunes quand on va dans les lycées ou dans les structures post-bac parce qu'ils se posent forcément la question de qu'est-ce qu'ils vont faire demain. Mais je pense qu'il ne faut pas être inquiet par rapport à ça parce que, au contraire, ça va nous amener sur des missions à plus forte valeur ajoutée et le client aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est pouvoir être accompagné et piloter son entreprise. Donc, tout le temps qu'on va gagner dans la saisie des pièces, c'est du temps qu'on va pouvoir leur consacrer pour les conseiller, leur trouver des solutions et alors, j'ai un petit leitmotiv, c'est vous aider à imaginer demain. C'est ça l'idée, quoi. C'est que, ok, on a des chiffres, mais la data, de toute façon, les banques le savent très bien. C'est quelque chose qu'on va maintenant rapatrier de plus en plus en automatique.
la difficulté, ça va être qu'est-ce qu'on fait de cette data finalement? Comment est-ce qu'on analyse les choses et comment on accompagne les gens? Comment on analyse les chiffres et les... Ouais. Au-delà de ça, un comptable, il peut être amené aujourd'hui déjà à conseiller des clients sur des petites missions. Par exemple, un client qui veut changer de véhicule, on a des missions qui sont normalisées, qui permettent de l'accompagner et de lui dire, enfin pas normalisées, packagées, qui leur permettent de choisir, soit ils l'achètent, soit ils la louent, soit ils la font passer sur la société, soit ils la prennent à titre personnel. Les collaborateurs comptables aujourd'hui sont en capacité d'accompagner les clients sur ce type de mission. Et puis ensuite, il y a des comptables qui aiment un peu plus le fiscal, un peu plus le social, donc qui vont être amenés à se spécialiser au sein de cabinets. Par exemple, quelqu'un qui est passionné par le social peut devenir progressivement gestionnaire de paye. Oui. Voilà, et sortir de la comptabilité. Donc on a un panel aujourd'hui qui est relativement riche et varié au sein de nos cabinets. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte à ce niveau-là. Y compris les femmes. Y compris les femmes. On attend vos questions, mesdemoiselles, sur la profession d'expert comptable. Alors, quelles études pour travailler dans une banque? Julien. Alors effectivement, oui, pour moi. Donc les études pour travailler dans une banque, aujourd'hui c'est divers, c'est assez varié. Je dirais plutôt que c'est comme étude, ouais. Passer par un BTS, soit vers BTS banque alternance, soit un BTS MUC. Mais après, c'est aussi quelque chose qui peut se faire. Voilà, moi, j'ai aussi beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont rentrés dans la banque sans avoir vraiment suivi une formation de commercial ou un BTS MUC ou un BTS banque. Voilà, c'est vraiment l'envie. Hein. L'envie, c'est l'envie relationnelle sûrement aussi, c'est pouvoir connaître les gens, encore une fois. C'est quand on se rend compte qu'on peut aussi avoir énormément d'empathie, ces choses-là. Donc, comme étude, ouais. Il y a le cursus basique, à savoir le BTS, ouais, j'en reviens à ça, mais oui. On peut se former, la banque qui vous embauche peut vous former? Alors, pour entrer dans une banque, effectivement, il faudrait déjà avoir effectivement deux, trois petites choses, et ensuite, par la suite, en termes d'évolution en interne, effectivement, donc les banques aujourd'hui forment énormément, et là, vraiment, là, je parle tout le secteur bancaire, forme énormément ses salariés pour leur permettre d'évoluer en interne ensuite par la suite. Voilà. Et les deux, trois petites choses du coup, c'est quoi? Les deux, trois petites choses aujourd'hui, encore une fois, on en revient aux qualités surtout relationnelles dans un premier temps. En termes de formation? En termes de formation, la base commerciale, je vous dirais. Hein, en termes de niveau. Pardon? Le niveau d'études? Le niveau d'études, un bac+2 aujourd'hui suffit pour rentrer en banque. Hein. Savoir, effectivement, un BTS, je dirais que c'est le bon tremplin, même le meilleur, je pense, pour ma part, tremplin pour pouvoir rentrer. On a des stages, on peut faire de l'alternance, donc effectivement, on peut déjà avoir un goût du métier. Voilà. Réponse de Julien. Vous avez envie de poser des questions à nos intervenants, vous ne savez pas comment, vous venez juste de nous rejoindre. Eh bien, c'est possible, l'émission n'est pas terminée. Rendez-vous sur la page Facebook M2A et envoyez-vous vite votre question, on y répond. C'est vrai qu'on a bientôt tout évoqué. Alors, quelle est la question suivante? Faut-il être bon en maths pour faire du commerce international? C'est pour se venger d'avoir un peu tapé sur les mathématiques. Non, alors, évidemment, on parle de grandes écoles de commerce, on parle de prépa. Évidemment, la filière, toute tracée, on évoque le bac S. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, mais c'est le bac qui avait effectivement cette ouverture sur l'ensemble de l'ouverture des études que l'on peut faire et qu'on disait que ça facilitait plus facilement les choses d'avoir un bac S que d'avoir un autre bac. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense qu'essentiellement, et là vous allez dire je radote, mais je pense qu'aujourd'hui, au-delà des mathématiques, alors on évoquait le master, évidemment, la prépa, évidemment, il y a beaucoup de prépas qui sont encore scientifiques, il y a encore beaucoup de choses qui sont mathématiques, mais enlevez-vous ça de la tête, je crois que s'il doit en rester qu'une idée, en tout cas, à creuser, c'est aujourd'hui l'utilité et l'obligation d'avoir des langues étrangères. Donc les mathématiques, certes, peuvent être intéressants, ou en tout cas importants, si vous envisagez de faire des
préparations et des préparations d'école, enfin de concours de grande école, mais aujourd'hui, la force dont on demande pour beaucoup de commerciaux aujourd'hui, c'est d'avoir cette vision à l'international et avant tout les langues étrangères. Donc, excusez-moi de devoir le répéter, mais je pense qu'il vaut mieux focaliser aujourd'hui sur les langues étrangères que sur les mathématiques. Voilà. Ils m'en voudront peut-être les professeurs, mais bon. Et Caroline, si je puis me permettre, par rapport aux différentes questions qui ont été posées, on sent que les jeunes sont relativement inquiets par rapport au fait de devoir choisir absolument le bon cursus pour pouvoir intégrer ensuite les écoles et faire les diplômes qui sont les nôtres. Et je pense que c'est important de leur dire que, notamment parce que tout vient de changer, forcément, ils vont tâtonner, ils vont pas forcément savoir dans quelle filière il va falloir aller. Mais je pense qu'il faut dédramatiser et se dire que c'est pas grave si on ne choisit pas exactement la bonne spécialité. Quelqu'un qui a de la motivation va forcément y arriver. Je vous donnais l'exemple de cette jeune qui s'appelle Marie, qui est chez moi depuis maintenant presque 2 ans, que j'ai rencontrée aussi à présentation du métier. Cette jeune fille avait fait un bac pro vente. Et une fois que j'ai présenté le métier, elle est venue me voir et elle m'a dit j'ai compris que la vente, c'était pas ce que je voulais faire et que j'avais envie d'aller dans votre filière. Et je veux venir chez vous. Et dans donc, dans mon cabinet. Ouais. Et donc, elle a voulu intégrer un DUT GEA. Elle s'est battue pour rentrer dans ce DUT et aujourd'hui, ça se passe très bien. Au départ, on ne l'a pas laissé rentrer. Au départ, on ne l'a pas laissé rentrer. Donc, ses professeurs et moi-même, on a fait des courriers, on a expliqué la motivation de cette jeune. Et finalement, ça se passe très bien. Elle évolue bien chez nous, elle évolue bien au sein de l'équipe, elle comprend, elle devient autonome. Donc, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, les jeunes sortent du cadre. Et c'est valable pour toute la vie. Il faut qu'on sache sortir du cadre à un moment. C'est pas parce qu'on a décidé de faire SES et qu'on se rend compte après que ça nous convient pas qu'on peut pas intégrer une autre filière. C'est une question de motivation et c'est aussi une question ensuite de travail, avant tout. Voilà. Et là, je pense qu'on a tout dit. Non, vous avez certainement encore des questions. On les attend impatiemment. Quelles études pour devenir comptable ou expert comptable ? Ben voilà. Alors pour devenir comptable, en général, donc on fait un diplôme, premier diplôme de comptabilité de gestion en 3 ans, niveau licence. Ensuite, on peut embrayer sur un diplôme supérieur de comptabilité de gestion, DSCG, qui est niveau master. Une fois qu'on a ce DSCG, on a possibilité de rentrer, de faire son stage d'expertise comptable, qui est pas au sens stagiaire qu'on connaît aujourd'hui. C'est un poste rémunéré avec un contrat de travail où on gagne déjà bien sa vie. Et c'est pendant ces 3 ans que la personne va apprendre le métier d'expert comptable et monter en compétences et en autonomie. Et une fois qu'on a fait ces 3 ans de stage, on a le dernier diplôme qui est le diplôme d'expertise comptable où il faut présenter un mémoire et faire une soutenance et un écrit. On a également possibilité d'avoir des passerelles avec une école supérieure de commerce. Donc là, il faut se renseigner après par rapport aux différentes équivalences. Voilà, et donc c'est pour ça tout à l'heure je disais, c'est soit cycle universitaire, soit école supérieure de commerce, et ne pas oublier la possibilité de le faire en alternance. Alors, ceux qui ne peuvent pas rentrer en DCG parce qu'ils ont fait un bac technologique peuvent envisager de commencer par un DUT. Oui. On conseille plutôt le DUT que le BTS, parce que le BTS aujourd'hui, en termes de niveau, c'est quand même plus compliqué ensuite pour atteindre le DCG. C'est ça. Donc on conseille de commencer, si on ne peut pas rentrer tout de suite dans un DCG, on conseille de commencer par un DUT. Ensuite, on embraye sur le DCG. Et déjà, avec le niveau licence, on trouve des postes en cabinet sans aucun problème aujourd'hui. Et d'ailleurs, du travail, il y en a. Et du travail, il y en a. Surtout là, avec les normes Covid. Alors, on a encore une question. Y a-t-il des débouchés dans les métiers du droit ? William. Oui, alors des débouchés dans les métiers du droit, j'ai l'habitude de dire que le droit mène à tout, et en tout cas les études de droit mènent à énormément de métiers. Donc il y a la profession d'avocat, il y a des professions d'universitaires, on peut devenir magistrat, donc juge ou procureur, on peut devenir huissier de justice, notaire, on peut intégrer le service juridique d'une entreprise, d'une association. Non, c'est vraiment très vaste. Le droit prépare également à de nombreux concours de la fonction publique. Non, les débouchés sont vraiment très vastes et très variés.
Et puis après, avec beaucoup de volonté, on peut aller très loin, surtout, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Effectivement, avec beaucoup de volonté, notamment pour les métiers qui nécessitent, au-delà des études de droit, un concours puis une formation spécifique. Donc ça sera le cas de l'avocat, ça sera le cas du notaire, ça sera le cas de l'huissier de justice ou du magistrat. Effectivement, avec beaucoup de volonté et beaucoup de patience, on arrivera effectivement à atteindre ces métiers qui sont pour la plupart très intéressants, sauf le métier d'avocat qui est encore un cran au-dessus. Voilà, évidemment, vous l'aurez compris, William est avocat. Vous avez encore des questions à poser, on va bientôt se quitter, mais on a encore le temps pour quelques questions sur la page Facebook M2A. Qui seront les dernières questions? Quelles sont les missions d'un chargé d'accueil dans une banque? On l'a évoqué, Julien, c'est le top départ. Effectivement, ouais. déjà les missions basiques, je veux dire aujourd'hui, c'est vrai que quand vous allez à l'accueil d'une banque, c'est pour prendre un chèque. Alors en fonction des guichets ou pas qui sont ouverts, c'est aussi pour retirer de l'argent. Aujourd'hui, c'est surtout accueillir les gens parce que c'est la première, c'est vraiment la première chose qu'on voit quand on rentre dans la banque, c'est le chargé d'accueil. Donc c'est vraiment un métier qui est très important. C'est aussi être force de proposition commerciale parce que moi je sais que je compte sur mes collègues qui sont à l'accueil aujourd'hui pour nous prendre des rendez-vous. Voilà, ces rendez-vous-là, c'est aussi détecter les opportunités qu'ils peuvent avoir, c'est aussi discuter un petit peu avec le client et en fonction de ça, voilà, c'est pouvoir fixer les rendez-vous. Et donc, ils ont une place très, très importante. Dans une banque, c'est très important. Voilà, vraiment, le métier d'accueil, pour moi, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc voilà, et c'est la base de tout parce que c'est là où on apprend énormément de choses. Moi, je sais que ça a été une très bonne expérience. Il faut passer par là vraiment pour... gravir les échelons. Exactement, voilà. Ouais, je suis d'accord. Savoir de quoi on parle. Avec une licence, peut-on entrer dans le monde du travail? Alors, à qui ça pourrait s'adresser? On fait un petit tour de table rapide? Je dirais que ça s'adresse à tout le monde. Chez nous, ça pose aucun problème puisque licence aujourd'hui, c'est Bac+3. Et donc, on n'a pas de difficulté aujourd'hui à trouver un emploi à Bac+3. Ouais. C'est peut-être important de souligner le fait qu'aujourd'hui, avec la nouvelle dénomination, le LMD, dès la licence, vous avez une reconnaissance européenne. Ce qui permet effectivement d'avoir, on va dire, un petit peu lissé toutes les reconnaissances à travers l'Europe. Jusqu'à présent, il y avait des BTS, il y avait des Bac+2, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément reconnues en dehors de nos frontières. Vous voyez, je parle encore de l'international. C'est ce que j'allais dire, Philippe, il est dans l'international. Mais parce que c'est une réalité, oui, on est en plus en Alsace, c'est important aussi, et je m'adresse également à vous par rapport à ça, c'est que on a à côté un bastion énorme de travail et pour avoir rencontré beaucoup de gens habitant et travaillant en Allemagne qui ont vraiment, eux, des difficultés aussi à trouver des gens capables de pouvoir, alors qu'ils savent qu'on a un très bon enseignement en France et qui ont certaines spécialités qui n'existent que chez nous et dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie carence par rapport à ça et qui est aujourd'hui, malheureusement, que lié par la barrière de la langue. Donc, c'est encore une fois de plus, j'appuie, là je parlais de l'anglais, maintenant je parle de l'allemand. Mais c'est exactement cette problématique-là. Et la licence, alors évidemment, la licence, c'est déjà un Bac+3. Il ne faut surtout pas sous-estimer ce niveau d'études, évidemment. On a passé déjà certains échelons, on a une certaine expérience. En plus, si ça se passe en alternance, c'est évident qu'il y a déjà un petit peu un pied dans la vie, dans la vie professionnelle, et ça depuis quelques années. Donc, il y a quand même aussi cette expérience terrain. Et ce LMD, je le répète, c'est vraiment aussi une reconnaissance qu'on va pouvoir vendre, ou en tout cas essayer de promouvoir à travers tous les pays européens. Donc, c'est important, effectivement, c'est important. Rapidement dans le droit, William? Alors, dans le droit, c'est un petit peu particulier. Ma réponse, ça sera à la fois oui et à la fois non. Peut-on s'arrêter au terme de la licence? Oui, parce que vous avez effectivement de nombreux concours de la fonction publique qui sont accessibles au niveau licence. Vous avez des étudiants qui arrêtent leurs études de droit au niveau de la licence, c'est pas la majorité, et qui ensuite s'orientent vers des professions dites parajuridiques, et qui vont par exemple exercer comme agent immobilier ou qui vont s'orienter vers la banque. Maintenant, en pratique, effectivement, pour la plupart des professions juridiques, le cursus devra être complet et aller jusqu'au terme d'un master ou d'un master 2. Pourquoi? Puisque c'est au niveau du master que se fait la spécialisation, et les 3 premières années de droit sont très généralistes. Donc, c'est pas impossible, mais généralement, une majorité d'étudiants, 60 à 70% des étudiants au moins, poursuivent vers un master 1, voire un master 2. Voilà.
Et pour la banque, on l'a compris. Et pour la banque, effectivement, pour ma c'est- part, j'ai fait une licence, donc voilà, Ouais. c'est vrai que alors elle recrute à bac+2, bac+3, mais Oui. aussi à bac+4, bac+5. Mais aujourd'hui, une licence Ouais. est déjà très bien aussi pour entrer dans le secteur bancaire. Voilà. Est-ce qu'on a le temps encore pour une question? Où peut-on faire des études de droit en Alsace? Ah, où peut-on faire des études de droit Ah, ouais. en Alsace avec la traditionnelle question plutôt Mulhouse ou plutôt Strasbourg? Il y a des arguments. Il y a des arguments, effectivement. Alors moi j'ai fait l'intégralité de mes études à Mulhouse, enfin la quasi-intégralité de mes Quasi. études à Mulhouse et j'enseigne à Mulhouse, donc je vais répondre Mulhouse. Maintenant, objectivement, quels arguments en faveur de Strasbourg, quels arguments en faveur Ouais. de Mulhouse? Simplement, les 3 premières années, les matières sont généralistes, elles sont identiques que vous alliez à Mulhouse ou à Strasbourg. Mulhouse a pour soi le fait que la fac est plus petite, donc il y a une plus grande proximité entre les enseignants et les étudiants, donc c'est peut-être effectivement l'échange est peut-être plus facile. Strasbourg est beaucoup plus grand, mais par contre Strasbourg a une offre périphérique à l'activité d'études peut-être plus intéressante, notamment au niveau des soirées qui sont de nature à intéresser les étudiants. Après, au niveau du master, de façon un peu plus sérieuse, Mulhouse étant plus petit, l'offre au niveau des masters est plus restreinte qu'à Strasbourg. Et effectivement, l'étudiant, en fonction des spécialisations qu'il vise, devra faire un choix entre Mulhouse, Strasbourg ou éventuellement une autre université. Si vous voulez faire par exemple, je ne sais pas, un master en droit maritime, oui ça existe, ben, le master en droit maritime, vous allez plutôt le trouver à Brest qu'à Strasbourg ou à Mulhouse. Voilà. Merci William. Encore une petite question. Plutôt des études en alternance ou en formation continue? Est-ce qu'on va avoir le temps de poser la question à tout le monde? Tout le monde dit... J'aime bien ce genre Ouais. de questions. Ouais. Étant un adepte, un terrain. adepte très fort de terrain, Le terrain. et en sachant que l'alternance aujourd'hui, même si elle a été longtemps galvaudée ou autre, on est évidemment sur certaines formations obligatoirement en présentiel et sur du cours entre guillemets du cours ça y est, je cherche magistral. Oui. Mais pour tout ce qui est métier de relationnel, de terrain, nécessairement de contact humain et évidemment de métiers de commerciaux, l'alternance, c'est pour moi aujourd'hui une alternative vraiment très très intéressante. Donc oui pour Philippe, oui, Oui. pour Julien. Je rejoins C'est entièrement possible. Philippe, ouais, effectivement. Plus compliqué en... Ouais. Non, c'est pas compliqué. Ouais. Je pense, ce que je réponds aux jeunes quand ils nous interrogent là-dessus, c'est que ça part d'avant tout de soi. C'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde à sa façon d'être. Quand je suis sortie du bac, j'ai fait la filière courte à l'époque et je ne me sentais pas de commencer à travailler en plus de devoir gérer les études. Donc c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun. Est-ce que les parents ont les moyens de payer des études ou pas? Ça peut aussi être un argument en faveur de l'alternance. Est-ce que j'ai envie de partir de la maison ou pas? Est-ce que j'ai envie de pouvoir mettre au départ toutes les chances de mon côté parce que je pense que être en formation initiale, c'est plus simple pour moi. Je pense qu'il faut que ça corresponde avant tout à soi. Après, quand on leur répond et qu'on leur dit on pense que l'alternance c'est mieux, encore une fois, ça part de soi. J'ai commencé l'alternance seulement sur la dernière année de mes études parce que je ne me sentais pas de le faire avant et ça m'a convenu comme ça. Oui. Donc c'est vraiment propre à chacun, quoi. Alors pour le droit, l'alternance, tout dépend effectivement de ce que vous voulez faire. En tout état de cause, la fac n'organise l'alternance qu'au niveau master. Oui. Donc si vous souhaitez intégrer le marché du travail à l'issue des études de droit sans passer par un concours, effectivement l'alternance semble fondamentale. Mais après, les études de droit n'organisent pas l'alternance en amont. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il me semble évident que durant les études de droit, ou même avant, il faut essayer de faire un maximum, et je pense que ça vaut pour tous les métiers, Oui. il faut essayer de faire un maximum de stages pour voir si effectivement le métier que vous souhaitez exercer vous plaît. Je suis en train de vous expliquer que le métier d'avocat est le plus beau métier du monde. Pour moi, c'est une évidence. Maintenant, je peux concevoir, même si c'est surréaliste, que ça ne soit pas évident pour tout le monde. Donc je conseille effectivement à un étudiant en droit, ou même quelqu'un qui n'est pas encore étudiant en droit,
d'aller voir ce que c'est la profession d'avocat ou la profession d'expert comptable ou la profession de commercial ou la profession de banquier dans le cadre d'un stage pour déjà se faire une idée pour savoir si vraiment c'est ce qu'on a envie de faire au-delà des stéréotypes qu'on peut avoir par rapport à telle ou telle profession. Et oui, j'aimerais bien justement rajouter un petit... Rajoutons. Je rajoute c'est souvent le conseil que je donnais lors des présentiels dans les salons et journées des carrières, c'était de se dire à un moment donné, je suis intéressé par un métier, qui est le mieux placé pour en parler? Et si c'était le dernier conseil à donner, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui avec les moyens de communication que vous avez, en l'occurrence LinkedIn par exemple, vous pouvez aller chercher quelqu'un qui est du métier. Je connais peu, ou en tout cas j'espère, mais je connais peu de personnes qui, si vous les interrogez, bien évidemment de façon polie, sur la motivation qui a fait que, expliquez-moi comment votre métier se déroule. Je pense que même en tant que professionnel, là je le réponds vraiment en tant que professionnel, c'est que j'aurais même plaisir à vous répondre, en sachant que si on voit un intérêt de quelqu'un qui est intéressé par le métier que l'on fait, je connais peu de professionnels qui vont parler en mal de leur métier. Et je pense que c'est aussi ceux qui sont à même à en parler le mieux. C'est-à-dire que si vous recherchez, ayez cette curiosité. Vous voyez, on en revient aussi à la curiosité. Mais ayez cette curiosité d'aller vers les gens, vers les professionnels. N'hésitez pas, c'est sûr qu'il peut y avoir un peu de timidité, il peut y avoir plein de choses comme ça, mais si vous avez en face quelqu'un qui est aussi un papa, une maman, et de toute façon qui a ces préoccupations-là un jour ou l'autre avec ses enfants, il sera peut-être de très bons conseils et il vous apportera beaucoup de parler de son métier au quotidien et au réel, c'est-à-dire avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Et je pense que si quelqu'un veut s'exprimer sur son métier, c'est vraiment le professionnel en question. Donc je vous encourage vraiment à le faire. C'est pas difficile, il faut simplement mettre les méthodes. Il y a les gens qui ont évidemment leurs préoccupations au quotidien, mais il est clair que s'ils peuvent vous accorder un peu de temps, ils vont vous parler de façon très intéressante de leur métier. Oui. Voilà. Allez, encore une question. L'Abibac facilite-t-il l'entrée dans le monde du travail? Natürlich. Il y a Natürlich, surtout à proximité de l'Allemagne et de la Suisse. C'est un mystère pour personne. L'Allemagne et la Suisse, notamment la Suisse, offrent des salaires et offrent un taux de chômage infiniment plus, les salaires sont infiniment plus élevés que chez nous et le taux de chômage infiniment plus bas. Donc une maîtrise de l'allemand à minima et effectivement un double bac me semble être vraiment, si c'est possible, un choix très judicieux. Voilà. Et dans notre filière, des clients allemands et des clients suisses sont des très bons clients. Voilà, vous avez noté. Il va malheureusement être l'heure déjà de se quitter. Voilà, ce live consacré au métier du droit, de l'économie, de la gestion et du commerce touche à sa fin. Alors, il y a plein d'offres d'embauche. Surtout, continuez à garder contact avec nos intervenants via la page Facebook M2A parce qu'il y a peut-être des offres d'emploi qui pourront surgir, qui sait. En tout cas, tous les métiers qu'on a reçus aujourd'hui, métiers, ils recrutent. Merci à tous les 4 d'avoir été présents et d'avoir parlé avec autant de passion, de précision et d'expérience. À vous qui étiez là, merci pour vos questions, merci de nous avoir suivis, merci à tous les partenaires. Et donc, très bonne nouvelle, ce live, vous allez pouvoir le revoir en vidéo à la demande, en VOD, sur le site M2A et surtout continuer à poser vos questions sur le Facebook. Voilà, tous nos partenaires seront là, on essaiera vraiment de vous aider et de vous aiguiller dans vos choix d'études. Et puis, n'oubliez pas, le plus important finalement, c'est ce plaisir, que ce soit dans les études ou dans votre travail. Prenez du plaisir, vous avez le droit de vous tromper, mais l'essentiel, c'est de vous en servir pour avancer. On vous souhaite une très belle suite d'études. Prenez soin de vous. Salut.